J'appelle la communication suivante. Alors, c'est tout le bureau de la Cour de cassation. Là, je vois Jacob, Vincent et Soucy. Vous avez fait un consortium, là, non? Donc, le président. alors, professeur Denis Vincent, sur le diagnostic fait pendant l'expertise, manquement du mise en cause ou performance de l'expert. Merci, Beau sujet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Enfin, messieurs les présidents et Madame la Présidente, collègues. Oui, alors je suis médecin, je ne suis pas parfait, je suis désolé, mais et en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé à plusieurs reprises et qui pose, à mon sens, quelques problèmes. C'est-à-dire que je corrige les diagnostics qui sont à l'origine de l'expertise parce qu'ils ne sont pas pertinents et qu'on arrive à d'autres diagnostics. Alors, on pourrait dire que c'est simple, ça veut dire que le diagnostic, enfin le diagnostic, le vrai diagnostic porté pendant l'expertise, ça veut dire que le collègue mis en cause ne l'a pas fait, donc il y a une erreur de sa part et il y a une erreur diagnostique a priori. Alors, la question, c'est la certitude diagnostique. Bon, si le patient est vivant, comme on va le voir dans une observation, on peut le confirmer. Sinon, il est probabiliste. Quand c'est post-mortem, on va le voir également dans une observation. C'est heureusement rare quand même. Et c'est plus volontiers, en tout cas en ce qui me concerne, une approche médicale, mais des tableaux chirurgicaux peuvent être impliqués. Le premier cas est celui d'une jeune femme qui est diabétique de type 1, insulinodépendante, mal équilibrée, avec des complications. Elle a 35 ans et elle se présente une fois de plus pour un tableau douloureux de l'hypocondre droit. Elle n'a pas de fièvre, elle respire un peu rapidement, 20 par minute. La normale, c'est 12 à 15. L'examen clinique est normal, mais en fait, sur le dossier, comme pendant l'expertise, on entend qu'elle était très agitée, difficile à examiner, ce qui se comprend. On a recours à des examens complémentaires, l'échographie abdominale, puis le scanner abdominopelvien, qui suggère un diagnostic de cholécystite aiguë, mais montre des images lobaires inférieures droite. Et on sait tous que des pneumopathies à pneumocoque peuvent donner ce type de tableau. Mais la CRP est à 13 et sur un tableau complexe du fait du diabète, la neuropathie périphérique et l'insuffisance rénale chronique. Donc les hypothèses au terme de cette arrivée un peu fracassante au sens mobilité du patient, et serait celle d'une pneumopathie et d'une cholécystite aiguë. Donc, on la traite médicalement. Après, bien sûr, un avis chirurgical, il n'y a pas d'indication opératoire immédiate, et on réévalue à J2. L'évolution, elle, n'est pas favorable, et dans le doute, la décision de cholécystectomie est faite, et la vésicule est normale, tout se passe bien, elle est transférée en salle de réveil. Les choses se compliquent, puisque très vite, elle fait une hypoxie majeure, réfractaire à toutes les méthodes de ventilation, avec les fractions avec les pourcentages d'oxygène qui atteignent rapidement 100%, malgré l'antibiothérapie réévaluée avec discussion adaptée. Et parallèlement à cela, la fonction cardiaque est normale, il n'y a pas d'embolie pulmonaire sans cétose. Donc, la particularité de cette jeune femme de 35 ans est qu'elle est originaire d'Afrique de l'Ouest. Elle est transférée quand même en réanimation et elle décède très vite. Et à l'autopsie, on ne trouve qu'une pneumopathie, sachant que donc la vésicule était normale. Alors, le diagnostic retenu est celui de pneumopathie sans étiologie. Comme elle a 35 ans, ça se passe devant une CCI, on demande, et qu'elle est décédée, on demande systématiquement une expertise. Les bactéries étaient couvertes et il se trouve que, à titre personnel, ayant été confronté à certains cas d'anguillulose, Strongyloides stercoralis, je me dis, et s'ils avaient pris en compte son origine de vie en Afrique, d'ailleurs, ce n'est pas qu'elle soit africaine, c'est qu'elle ait vécu en Afrique, eh bien, si comprimé d'ivermectine à répéter le lendemain, aurait pu peut-être permettre de sauver cette jeune femme. Et en reprenant le dossier médical d'une manière exhaustive, on voit qu'il y a une variation significative de l'éosinophilie dans les limites de la normale et qui est, si on reprend les bouquins de parasito, et il se trouve que ma mère, qui est médecin, m'avait légué ces bouquins de parasito au niveau de la Deuxième Guerre mondiale et c'est marqué en toute pièce, bon, il faut penser à une helminthiase. Et parmi les helminthiases dont on ne voit pas les œufs de manière évidente, c'est l'anguillule qui est la première à évoquer. La deuxième observation est celle d'un jeune homme et pour lequel qui saisit une CCI parce que il a eu un vaccin d'étécoque polio, il est en première et un mois après, il fait une myofasciite à macrophage.
Alors, la myofasciite à macrophage, c'est une réaction à corps étranger, locale, qui, au départ, a pu penser qu'on pouvait la constater sur le plan général. Et les collègues médecins du CHU de Créteil sont revenus quelques années après, en arrière. C'est un concept systémique qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Mais ça n'avait pas empêché ce jeune homme et sa famille, puisqu'il est mineur, de saisir une CCI. Donc, il a un rappel de décoque polio juste avant la rentrée de première et un mois après, donc, il reste au lit, incapable de se lever en raison d'une fatigue extrêmement importante. Il y a toute une procédure diagnostique qui repose in fine sur la biopsie du deltoïde, là où a lieu l'injection. Et bien sûr, comme il y a de l'aluminium dans le vaccin, il y a une myofasciite à macrophage, d'où l'impression, la fatigue est due à la myofasciite. Or ça, pendant l'expertise, ça me paraît un peu surprenant parce qu'il n'y a pas d'autres signes systémiques. Et vu le nombre de détécoques polio qui sont faits en France, si ça induisait une myofasciite à macrophage chez beaucoup de gens, ça se saurait. Le problème est que ce gamin est déscolarisé depuis, alors qu'il a l'air tout à fait, disons, indemne quand il se présente en expertise. Et en plus, au brevet des écoles, il était premier de son département. Certes, il y a un département entre guillemets de la France profonde, mais ça ne change rien. C'est quand même une très belle performance scolaire. Et, je ne parle pas du Gard dans lequel j'ai exercé 25 ans, hein, donc, ni de l'Hérault dans lequel ma mère exerçait. C'est un autre département, mais j'étais interne pas loin, donc c'est très bien. Comment? On se demandait si c'était le Cantal ou la Somme. Ni l'un ni l'autre. Bon, donc, il a une belle performance intellectuelle. En seconde, il y a quelque chose, il y a quelques petits signes qui vont apparaître, on va les retrouver, on va en parler. Donc, pour moi, sensibiliser aux troubles de l'attention, il se trouve que j'ai nommé professeur de médecine sur mes travaux de recherche sur l'asthme et que le trouble de l'attention est associé à l'asthme. Et il y a 20% d'asthmatiques chez les gens ayant un trouble de l'attention, 5% dans la population générale. Je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas... je me suis intéressé à ça. Et donc, l'association jeune homme brillant, fatigue intense sans cause et doute diagnostique sur la myofasciite à macrophage systémique, me poser la question d'un trouble de l'attention. Donc, je sollicite mon collègue Franck Bellet, qui est PH de psychiatrie, spécialisé de la prise en charge de syndrome chez les adultes. Et nous faisons une deuxième réunion d'expertise qui confirme le diagnostic de trouble de l'attention. En fait, on a une notion, on retrouve à l'interrogatoire une notion de procrastination ancienne, donc il a du mal à se mettre au travail, et puis quand il y est, il a du mal à s'en sortir. Il a des difficultés croissantes avec le temps, puisque les choses deviennent de plus en plus complexes au cours de sa scolarité, à se concentrer. Et en revanche, donc, quand il y a des choses qui l'intéressent, on a du mal à l'en sortir. Et finalement, il arrive en première et le fait qu'il ne puisse pas se lever est lié au fait qu'il y a trop de choses à contrôler et son cerveau est en burn-out, on pourrait dire ça comme ça, et il ne peut plus, disons, contrôler le zapping permanent de son cerveau qui tourne à 100 à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui commence à être maintenant connu. Il y a une société française du trouble de l'attention qui vient d'être créée grâce à madame le professeur Perper-Vakil et à laquelle je suis en train d'adhérer. Et il y avait quelques petits signes tels que justement des ruptures avec des colères brèves, des disputes avec ses camarades de classe, mais qui sont en fait des signes peu spécifiques, bien sûr, parce que s'il fallait suspecter un trouble de l'attention chez tous les gens coléreux, je connais quelques chirurgiens qui pourraient être suspects de ce diagnostic. Médecin aussi, rassurez-vous. Et voilà. Et en fait, l'orientation diagnostique trompeuse a été faite d'une part par la puissance de l'anatomopathologie, on le voit au microscope, et puis par mes connaissances du syndrome authentique. Voilà. Donc ces observations ont quelques points communs. Le premier, c'est l'absence de remise en question du diagnostic initial, malgré l'évolution défavorable, parce que ce gamin était complètement déscolarisé. L'expertise avait lieu 2 ans après. Le décès était douloureux. C'est d'ailleurs, je crois, la 4e circonstance au cours de laquelle j'évoque ce type de diagnostic, sans bien sûr pouvoir le montrer. Le délai pour rectifier le diagnostic en cas d'évolution défavorable peut être parfois très rapide. Là, chez la jeune femme qui est morte, c'était 24 à 48 heures. Chez un autre patient qui avait une pneumopathie réfractaire aussi,
chez quelqu'un qui vivait en Haïti, zone, disons, tropicale. Ça a été aussi de 48 heures et on n'a pas pensé à ça, on n'a pas fait un test thérapeutique. Le test thérapeutique est une notion qui semble se perdre, je trouve, en médecine au moins, avec la notion de bénéfice-risque, et ça permet éventuellement de faire des tests diagnostiques, parce que le stromectol est quand même très spécifique de l'anguillulose, la gale ou quelques filaires africaines. Donc, on a une réponse assez rapide. Et la question se pose, parce que je n'étais pas à chacune des procédures diagnostiques, mais est-ce que la question est de savoir comment est-ce qu'on peut se remettre en question au moment où les choses vont mal, où il y a une période de stabilité. Enfin, il y a quelques heures qui sont parfois extrêmement propices à ce changement de diagnostic, mais compliqués à faire. Ça, c'est quelque chose qui me pose problème personnellement, c'est comment rectifier les choses si ça ne va pas bien. Et idéalement, c'est de le faire en temps réel. Quand les gens meurent, c'est toujours refaire le diagnostic après. Il y avait eu enfin, c'est toujours élégant intellectuellement, mais dommage pour le patient. Des Mexicains avaient justement publié un case report dans le New England il y a une quinzaine d'années sur une pneumopathie réfractaire qui était en fait une anguillulose. Ils avaient, eux, vu l'anguillule au niveau de la biopsie rectale. Et pour se remettre en question, il faut être, à mon sens, formé à cela. Et je trouve que l'évolution actuelle, et j'en ai parlé avec quelques-uns de nos collègues ici, actuellement, la preuve est à l'examen complémentaire et pas trop à la clinique. Et ça, c'est une tendance qui m'inquiète à titre personnel. Pendant la formation universitaire, pendant les études, c'est une bonne chose aussi parce qu'on traite des patients. Et voilà. Alors, pour répondre à la question hyper spécialisation de l'expert ou manquement, bon, l'erreur diagnostique qui est corrigée pendant l'expertise, ben, il y a une relation de cause à effet évidente au bénéfice du demandeur. Il a été victime d'une erreur diagnostique, mais la question, c'est la persistance de cette erreur tout au long de la procédure de diagnostic. Heureusement, les dispositifs CCI sont plus rapides que les expertises pénales, mais je proposerai deux explications. Le rôle des examens complémentaires par rapport à la clinique. Donc, je n'ai pas voulu écrire le poids des mots, le choc des photos, mais je le pensais très fort. Là, on avait un scanner qui montrait des choses, alors que la clinique, ben, en fait, la patiente était entre guillemets agitée, l'interrogatoire semblait compliqué. Et donc, ça pose la question de l'état de l'art. Et donc, si la maladie est rare et confidentielle, donc il faut que l'expert soit pertinent, et ça pose vraiment le problème de savoir à quel niveau est-ce que le fait de respecter toute la procédure classique permet de dire qu'on a respecté l'état de l'art, ou est-ce que l'objectif, c'est quand même, alors c'est pas une obligation de résultat, on a une obligation de moyens, j'ai bien conscience de ça, mais tout compte fait, une jeune femme qui meurt à 35 ans d'une pneumopathie, c'est quelque chose qui n'est pas très, très logique. Bon, enfin bon. Alors, demander un autre avis, oui, mais il faut qu'il soit pertinent, il faut qu'il y ait du temps pour cela, et quand ça évolue au point que les gens meurent en 48 heures, on n'a peut-être pas forcément le temps. Le bon sens, c'est quoi? C'est, tiens, vous êtes originaire d'Afrique, est-ce que... Alors, l'OMS avait écrit un papier dans le Lancet en 2005, au début des années 2000, en disant, attention, les gens voyagent, ils ramènent des choses. Alors, des souvenirs, que ce soit des petits objets, mais aussi des petites maladies. D'ailleurs, au passage, j'avais eu l'observation d'une expertise, enfin, j'ai fait une expertise d'une femme qui avait une méloïoïdose, une bactérie dramatique, qu'on apprend dans le diagnostic différentiel de la sarcoïdose, qui a eu une biopsie des granulopathie médiastinale. Ça a déclenché un processus d'autodestruction. La patiente est morte malgré le traitement, etc., en quelques heures. C'était abominable. Donc, les souvenirs, là, ils sont un peu toxiques. Donc, en conclusion, ce sont heureusement des circonstances rares. Donc, 3 décès imputables à une pneumopathie qui, pour moi, me ferait évoquer cette parasitose en 20 ans d'expertise. Les signaux d'alerte, il faut savoir les trouver. Rétrospectivement, c'est difficile quand le patient est là, mais on peut avoir quelques pistes. Et le bon sens clinique est absolument important. Et il faut prioriser entre la clinique et les examens complémentaires. Le problème de la vie secondaire est une vraie question. Je dirais que l'effet de groupe, le consensus
est intéressant, mais si on lit le livre de Christian Morel, Les décisions absurdes, ce que je vous encourage à faire, on s'aperçoit que surtout dans notre milieu où les promotions sont à l'hôpital effectuées par le chef de service qui mène le staff, donc est-ce que vous avez beaucoup d'internes téméraires qui sont capables de vous dire que vous faites une connerie en faisant ça? C'est une vraie question. Et il se trouve que moi, je suis maintenant, j'ai terminé ma période hospitalière, donc je suis attaché à la Pitié, et au staff de la Pitié en médecine interne. C'est Kakou Benveniste qui s'en occupe. Je crois qu'il y a une liberté de parole qui fait que les choses sont dites. Voilà, j'ai deux. Donc, le poil à gratter, c'est important. Les militaires font ça très bien. Et le test thérapeutique, pour moi, est fondamental parce que qu'est-ce que c'est 12 comprimés de stromectol vis-à-vis de la vie d'une jeune femme de 35 ans? Merci. Merci beaucoup. Oui, docteur Mercier. Courte, c'est concernant l'erreur de diagnostic ou le changement de diagnostic au cours de l'expertise. Oui, tout à fait. Type examen d'un traumatisme crânien, où vous découvrez une fistule de liquide céphalorachidien. Bon, il ne faut pas attendre le dépôt du rapport, il faut prévenir immédiatement la personne, prévenir l'avocat et faire en sorte qu'il aille consulter très rapidement. Voilà. Juste si vous découvrez une complication qui n'a pas été diagnostiquée, vous avez une nécessité de le faire. La deuxième, c'est celle que les orthopédistes connaissent bien, c'est une infection sur du matériel post-opératoire. Alors, je suis d'accord avec vous, là, pour l'histoire du gamin qui avait un trouble de l'attention. Une fois que l'examen clinique, qui avait été fait d'ailleurs en présence de ses seuls parents, et il ne voulait pas qu'il y ait d'autres médecins, notamment les médecins des parties mises en cause, soient là, j'aurais dit, écoutez, moi je pense plutôt à un trouble de l'attention, on va convoquer une deuxième expertise avec le professeur Bellet, spécialiste de ce syndrome, et ça a été le grand silence parce qu'ils ne m'ont pas cru, mais c'est arrivé après. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Professeur Bayet. Je voudrais souligner l'intérêt de l'examen clinique. Je suis frappé dans beaucoup de dossiers présentés que la part de l'examen clinique est vraiment très faible et qu'on se précipite tout de suite sur la référence à ce qu'on voit, à un scanner, une écho. Et on sait très très bien que lorsqu'il y a une divergence entre l'examen clinique et l'examen paraclinique, qui est bien paraclinique, c'est-à-dire avec l'examen complémentaire de l'examen clinique, est prépondérant, alors qu'on sait très très bien que lorsqu'il y a une divergence, c'est plutôt l'examen clinique bien fait, bien fouillé, qui permet de redresser peut-être le diagnostic et de chercher il y a deux hypothèses, eh bien, on va chercher à confirmer l'une des deux hypothèses par une troisième voie. Alors, je vous remercie de cette remarque qui me touche particulièrement parce que dès le début de mon clinicage, j'ai commencé à apprendre l'interrogatoire aux étudiants de deuxième année de médecine et en ne faisant que ça, et ce qui leur a permis de prendre la relation, et on rejoint ce que disait Yves Jacob tout à l'heure dans sa présentation, c'est-à-dire la qualité de la relation avec le patient et donc l'interrogatoire. Et moi, je suis absolument stupéfait de la prééminence de la simulation qui, pour l'aspect non chirurgical, je dis bien non chirurgical parce que la simulation en chirurgie me paraît intellectuellement séduisante. Je n'en ai pas l'expérience et je suis convaincu par les différentes séances auxquelles j'ai assisté ici sur l'intérêt de cette technique. Mais en médecine, interroger un patient, apprendre à interroger un patient en interrogeant un mannequin avec un comédien qui répond à des questions standardisées, c'est complètement surréaliste. Et c'est le cas. Alors, je ne parle pas des examens avec le même mannequin. Voilà, donc et là, on a une tendance lourde. Et oui, il y a la simulation, parce qu'il y a des gestes techniques, parce qu'il y a des repères anatomiques, etc. Enfin, ça, je n'ai pas à me prononcer là-dessus, ce n'est pas mon job. Mais voilà, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, alors, certes, je suis médecin, mais interniste, mais mes consultations, quand je suis rapide, c'est 3/4 d'heure, donc parce qu'il faut discuter avec les gens, etc. Donc, je ne prône pas sur des consultations sans fin, mais enfin, il faut poser les questions. Professeur Carlioz.
Je vous remercie pour cette présentation. Je vais rebondir sur la clinique. La clinique, c'est la science des sens. Alors, on apprend à marcher, on apprend à toucher, on apprend à écouter de la musique, on apprend à goûter, on apprend à voir des choses qui ne sont pas vues par tout le monde. Donc, le problème, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de formation. Et en chirurgie, moi aussi, pendant mon clinicat, j'ai formé mes internes de chirurgie pédiatrique à l'examen. Mes cours, c'était l'examen d'un nouveau-né normal. Déjà. Or, si nos étudiants, si on relève ce déficit de clinique, c'est parce qu'on n'enseigne plus. Il faut prendre le temps. C'est trop facile de dire, bah, allez dans cette salle, on met un mannequin pour 40 personnes, on ne peut pas mettre un malade pour 40 étudiants. Donc, il faut prendre le temps d'enseigner la clinique. Mais je crois que c'est très, très important et c'est notre rôle de société savante. La clinique, c'est la science des sens. On a des mains, c'est pour palper. On a des yeux, c'est pour toucher. Pour voir, on goûte plus les urines comme avant pour savoir l'odeur des urines et tout ça, mais on, on a beaucoup de sens et il faut s'en servir. Je disais toujours à mes internes, vous êtes la seule profession où vous pouvez déshabiller quelqu'un, le toucher, le palper sans aller en prison. Donc faites-le, vous en gênez pas. Alors, je vous remercie de cette. Je vous remercie. Il faut avoir la dernière communication quand même. Juste un commentaire, mais j'ai récemment, un de mes proches a fait une appendicite aiguë. Bon, je l'ai aidé bien sûr dans le parcours, et j'ai constaté avec horreur que le diagnostic de l'appendicite à la Pitié-Salpêtrière en 2024 se faisait avec le scanner et le TR ou le TV. On ne sait plus. Alors, en l'occurrence, Ils ont raison, hein. Ils ont raison. pourquoi? Parce qu'on a diminué par 3. Micro, s'il vous plaît. Ah oui, attendez. Il y a des choses quand même, on ne peut pas laisser. Ah non, mais- Autant l'examen clinique est très important, autant on ne peut plus opérer une appendicite, une suspicion d'appendicite sans un scanner. On a diminué par 3 le nombre d'appendicites inutiles, d'appendicectomies inutiles. La NAPAD disait endo-appendicite, etc. Oui, oui. Ce n'était pas des appendicites. Le scanner est très spécifique pour le diagnostic d'appendicite et il est hors de question. En France, moi, je défends les médecins dans les expertises. Et si le médecin, le chirurgien, il a opéré sans scanner une appendicite, pour moi, il est en dehors des clous. Alors, je conçois ça, mais quid de combien y a-t-il eu de péritonite en attendant le scanner? Parce que la sanction de cette histoire chirurgicale, c'est qu'à 7h du matin, on arrive à 23h, à 7h du matin, on a le diagnostic, après le scanner. Le radiologue était embolisé par des polytraumatisés qui arrivaient les uns après les autres, on entendait les hélicoptères, donc on peut les compter. Bilan des courses, intervention, 23h ce soir. Et donc avec un risque de péritonite derrière. Enfin, il y a quelque chose, et pour l'avoir vécu aussi chez... C'est l'histoire de ta femme, ça. Je voulais pas dire que c'était ma femme, mais bon, la fille d'un ami, comme ça, a fait la péritonite en attendant entre 10h du soir et l'intervention en début d'après-midi. Donc, à 10h du matin, elle a fait ça. Donc, si vous voulez, il y a aussi ça. Et je suis d'accord avec vous, l'objectivité est quelque part, compte tenu de la session dans laquelle nous sommes, où on a intérêt à mettre en évidence, à montrer ce qu'on fait, et c'est une façon de dire, mais il y a un paradoxe, et il ne serait pas inintéressant peut-être de savoir combien d'appendicites arrivant à l'hôpital non compliqués deviennent compliqués pour des raisons de délai, de survenue, d'attente des résultats et des examens. Là, on a eu de la chance parce que j'ai accéléré un peu la procédure, mais bon. Docteur Baillet. Oui, pour le scanner. Alors, pour le scanner, il y a les faux positifs et les faux négatifs. Et ça dépend un petit peu aussi de l'heure du diagnostic. Parfois, le patient qui n'a pas été plus examiné que ça est envoyé au scanner vers 11h le soir avec une douleur abdominale. Pas de précision, hein, mais douleur abdominale. Le radiologue veut faire plaisir au chirurgien qui lui a adressé le patient et donc dit suspicion d'appendicite. Donc, il est opéré parce que le chirurgien se sent lié par cette preuve objective de diagnostic, entre guillemets, et l'opère. Et j'ai 2 cas
semblables. Et l'un, c'était en définitive le lendemain un hémopéritoine qui nous a amené à opérer en urgence, à ramener la malade au bloc en urgence. C'était une épigastrique qui avait été traversée par le trocar. L'hémostase avait été faite par le trocar pendant l'intervention. Retrait du trocar sans contrôle des orifices de trocar. Et donc hémopéritoine. Jeune femme, bon, ça s'est bien passé. Bon, la deuxième, c'était dans les mêmes conditions, une jeune fille, 18 ans, trocar qui traverse le carrefour aortique et cave, et ça a abouti à un décès. Et en fait, dans les deux cas, eh bien, appendice normal. Le diagnostic qui avait amené à l'intervention était appendicite, suspicion d'appendicite. Alors que si on avait interrogé un tout petit peu ce qu'on a pu faire pour l'une, bon, c'était manifestement une manifestation de colopathie fonctionnelle, elle avait des douleurs un petit peu erratiques, et manque de chance, ce jour-là, c'était la fossile à droite. Donc, l'examen clinique, quand même, doit apporter suffisamment de poids pour mettre en cause le diagnostic, la suspicion d'appendicite sur une imagerie, et donc aller plus loin. Il n'y a pas d'urgence à opérer dans ce cas-là. C'est une des observations sans discussion. Merci. Merci beaucoup.